Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. La Voix du barreau. Vos droits à la portée de tous avec des avocats, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. C'est maintenant puisqu'il est 13h et que nous sommes le premier lundi du mois, le lundi 6 octobre. Notre rendez-vous en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry, la Voix du barreau, pour vous parler de problèmes de droit, pour vous parler de problèmes juridiques et trouver avec l'aide d'avocats qui sont présents en direct et en studio, les réponses. En gros, un petit cours de droit que l'on vous fait, tout à fait abordable pour tout le monde, sur des thèmes particuliers. C'est chaque premier lundi du mois. Et encore une fois, en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry. Aujourd'hui, en ce 6 octobre, à quelques semaines de la rentrée scolaire, nous allons parler des délits dans l'école. Vaste sujet. Et pour en parler, alors aujourd'hui, j'ai deux avocates qui sont venues ensemble parce qu'elles s'entendent bien et elles ont le même sourire, la même bonne humeur. Et on va faire une belle émission. J'ai tout d'abord maître Marion Célis qui arrive de Saint-Georges-Prieuré. Bonjour Marion. Bonjour. Vous allez bien ? Impeccable. Donc vous êtes avocate au barreau de Chambéry depuis combien de temps, Marion ? Depuis 8 ans. Depuis 8 ans déjà ? Oui, déjà. Fac de droit où ? À Chambéry. À Jacob Belcombette, la là-haut. Meilleure fac de France. Mais oui, tout à fait. Cette fac au sommet de Jacob, au sommet du campus universitaire. Quel diplôme pour être avocat vous avez fait ? Moi, j'ai un double master 2 et ensuite le CAPA. Voilà, vous êtes de la génération des masters, moi je suis encore de la génération des maîtrises, des maîtrises en droit comme notre deuxième avocate, Marie-Laure Martinez, elle qui est son cabinet à Chambéry, place de la Gare. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Vous allez bien Marie-Laure ? Très bien, merci. Donc avocate depuis combien de temps ? Depuis 32 ans. Ouh là là, mais ça fait une paye, tout ça. Et toujours à Chambéry ? Toujours à Chambéry. Toujours à Chambéry. Oui. La fac de droit, laquelle ? La fac de Grenoble. Grenoble. Oui. Donc université Pierre-Mendès France, Grenoble 2. C'est ça. À une époque où le doyen c'était pas certain Kianéa, non, Gérard Kianéa peut-être, ou Patrick Mestre du Chambon. Mestre du Chambon. Voilà, c'était le doyen Mestre du Chambon, un des grands spécialistes français du droit pénal. C'est ça. Voilà, donc que j'ai eu la chance d'avoir et fait partie de ces professeurs qui vous marquent à vie. Le doyen Mestre du Chambon. C'est ça. D'accord. Alors, vous êtes toutes les deux spécialisées en quel domaine ? En domaine. Alors moi, je fais beaucoup de droit civil, droit de la famille et du droit pénal. D'accord, donc droit civil, on a bien compris, c'est les rapports entre les hommes. Droit de la famille, c'est au sein d'une famille. Et droit pénal, dans les crimes, les délits, les contraventions. Tout à fait. Puis, c'est toujours le sujet du jour. C'est toujours la même classification des infractions, entre les infractions, les délits et les crimes. C'est toujours pareil. Oui. Depuis nos cours de droit qui remontent à 25 ans quand même. Et vous, Marion, vous êtes spécialisée dans. Alors moi, je fais du droit pénal et du droit des personnes et de la famille et de plus en plus de droit des mineurs. J'ai passé un DU en droit des mineurs. En droit des mineurs. Ouais. On rappelle, alors peut-être avant de commencer de parler des délits dans l'école, les mineurs font partie des personnes qu'on appelle incapables. Donc voilà, les mineurs incapables, donc ils n'ont pas la capacité juridique et donc en ce sens-là, ils ne peuvent pas avoir les mêmes responsabilités qu'un adulte, qu'un majeur et donc ils ont un régime répressif qui leur est propre. On est capable juridiquement à quel âge ? À partir de 13 ans, c'est ça. À partir de 13 ans, c'est à partir de 13 ans. C'est 13 ans. C'était 15 ans avant, je crois, non ? Non, ou c'est pas ça trop. Avant, il n'y avait pas d'âge. Il n'y avait pas d'âge. Donc maintenant, à partir de 13 ans, voilà, mais il est 13h15. À partir de 13 ans, un mineur peut comparaître devant la justice. Oui, ça. Il est responsable. Il est responsable des infractions. Avec bien sûr des mesures qui seront adaptées à son âge. C'est ça. Donc voilà. Mais donc à partir de 13 ans, il y a 18 ans, il est majeur, donc là, il a toute la responsabilité et la capacité d'être emmené devant les tribunaux. Les délits dans l'école, Marie-Laure et Marion. Et donc, il y a un mois, il y a eu la rentrée scolaire avec une pléthore de grandes annonces. On nous a notamment dit qu'il était question d'interdire les couteaux dans les sacs de cours.
puisque maintenant on voit hélas de plus en plus de faits graves dans les écoles. On va parler des primaires, on va parler des collèges et des lycées, et le harcèlement scolaire est de plus en plus présent, beaucoup plus grave qu'avant, parce qu'avant il y a toujours eu du harcèlement scolaire dans les écoles, je pense. Ça a toujours existé. De tout âge, des moqueries, des actes, qui n'appellent pas non plus une grande gravité, mais maintenant si. Maintenant, ça devient plus grave. Alors que l'école est un espace protégé, un lieu d'apprentissage et d'éducation, mais aussi un lieu où les enfants vivent plus de la moitié de leur temps. Ils sont plus à l'école qu'à la maison souvent, donc il peut y surgir des comportements graves et qui auront des conséquences sur la vie de ces enfants et tout au long de leur vie qui vont jusqu'à les traumatiser. C'est bien ça. C'est ça. C'est ça. Donc, pour autant, l'école n'est pas une zone de non-droit, mais plus une zone de double droit. La discipline interne à l'établissement scolaire, d'une part, et puis ensuite, il y a la loi aussi, bien sûr, qui s'applique. Donc, il est essentiel pour les élèves, pour les parents et pour le personnel éducatif ou d'enseignement que l'on associe pleinement à cette émission, de comprendre comment ces droits s'entremêlent entre, on va dire, alors peut-être avant de commencer l'émission, les faits, je vais dire ça simplement, qui ne sont pas graves, où il y a juste une sanction au niveau de l'établissement, les conseils de discipline et autres. Et puis ensuite, il y a les faits qui sont beaucoup plus graves, et là, il y a l'intervention de la justice. De la justice et tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en introduction, en préambule de cette émission Marion et Marie-Laure, ou Marie-Laure et Marion? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces mots-là? Il y a plus de faits graves. Est-ce qu'il y a plus de délits maintenant qu'avant? Est-ce qu'on en parle plus? Est-ce qu'ils sont plus graves qu'avant? Oui, les couteaux, avant, on n'allait pas à l'école avec un couteau. Il y aura le rôle des parents, là aussi, parce que... Il y a la responsabilité des parents, bien entendu. Laisser partir son enfant avec un couteau dans le sac, il y a quand même aussi un problème, là. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous qui êtes dans ce monde-là tous les jours. Alors déjà sur le couteau, que ce soit dans un sac d'école ou pas, c'est interdit d'avoir un couteau sur soi. D'avoir une arme. C'est une arme. Même un opinel. Même un opinel. Et on le redit à toutes les audiences pour les ports d'armes. Même en Savoie, l'opinel est interdit dans son sac. Alors qu'on a tous connu des anciens, des aînés, qui avaient tous le couteau dans leur poche, qui faisaient tout avec, qui coupaient un bout de bois, qui coupaient le fromage et tout, qui coupaient le pain. Hop, on l'essuyait tout ça. On a tous connu, mais c'est interdit. Voilà. Et je précise que quelle que soit la taille, c'est interdit. Quelle que soit la taille du couteau, oui, parce qu'avant il y avait l'histoire de la paume. L'histoire de la paume. D'accord, ok. Très important à dire ça. Et après, pour ce qui est des délits dans l'école, alors est-ce qu'il y en a plus? Non, il y en a même moins. Par contre, ils sont plus graves et on en parle beaucoup plus. Alors, mais par contre, il y a moins, parce que pareil, la croyance populaire nous laisse croire, nous laisse dire, oui, bien sûr, il y a beaucoup plus de délits maintenant qu'avant. Les chiffres sont là quand même. Les chiffres sont là, il n'y a pas plus de délits qu'avant. Non. Par contre, ils sont plus graves. Oui. Il y a une petite diminution du nombre de délits dans l'école. Alors, justement, puisqu'on parle des chiffres, alors, toutes les deux, vous avez les micros qui sont ouverts. Donnez-nous ces quelques chiffres dans les écoles élémentaires, les maternelles, les primaires, les collèges et lycées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans les grandes lignes? Alors, c'est les chiffres de l'éducation nationale, donc c'est pas les chiffres de la justice. On parle d'incidents graves. Il y aurait 13,7 incidents graves pour 1000 élèves en collège et lycée. Pour les écoles élémentaires, on est sur 5,3 incidents graves pour 1000 élèves. Donc, et 3 incidents graves pour 1000 élèves en école maternelle. D'accord. Donc là, on peut imaginer que ce n'est pas un délit en école maternelle. Oui, tout à fait, puisqu'on a moins de 13 ans et que donc on est incapable, on est irresponsable pénalement. On est irresponsable, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commettre de délit. Mais tout à fait, tout à fait, oui, voilà, bien sûr. On ne répondra pas de ce délit-là, en tout cas devant les juridictions pénales, mais ça n'empêche qu'un enfant de moins de 13 ans peut commettre un délit. Peut tout à fait commettre un délit, d'accord. Donc on rappelle que ce sont les chiffres fournis par l'Éducation nationale. Oui, tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces chiffres? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que les lycées il y a plus de délits en lycée? Il y en a plus en collège? Alors, là où il y a le plus de délits, c'est dans les lycées professionnels. Oui. Et après, c'est dans les collèges. Et après, c'est dans les collèges, d'accord. Et quels sont les délits les plus courants? Est-ce qu'on le sait, ça? Alors, on le sait.
Ah, c'était plus loin, On le d'accord. sait, ok. oui, c'est plus loin, mais c'est pas D'accord, grave. parce qu'elles ont leur... Ce sont les vols de fournitures scolaires, d'objets personnels ou d'argent. D'accord. D'accord, donc on reviendra dessus dans quelques minutes et on rappelle ce grand chiffre, 13,7 incidents graves pour 1000 élèves en collège et en lycée. C'est quand même pas énorme. Non. Mais non, c'est ce que je disais. Non. C'est pas On dit, mais c'est pas énorme. Donc, il y a, ça comprend donc les incidents graves, mais il y a aussi les incidents qui sont moins graves et où il y a juste peut-être une correction et on verra tout à l'heure une procédure au niveau de l'école. Oui, tout à fait. Après, incident grave, voilà, ce sont des chiffres de l'éducation nationale. On ne sait pas ce qu'ils entendent par incident grave. C'est Oui. ça, voilà. J'ai essayé de chercher la définition, je ne l'ai pas trouvée. C'est vrai. Donc, oui. Est-ce que incident grave, est-ce qu'il y a une mise en péril ou est-ce qu'il y a des blessures, est-ce qu'il y a une attaque corporelle et tout, quoi. Voilà, ça Ça, on ne sait pas. on ne sait pas. Et on peut pas demander à la ministre de l'Éducation nationale puisqu'elle est en train de changer encore ce matin. Donc voilà. Alors, il y a plusieurs sortes d'incidents graves, il y a plusieurs sortes d'incidents et on peut considérer qu'il y a peut-être, mis à part le délit que l'on va considérer logiquement comme le fait le plus grave, il peut y avoir un simple écart de conduite. On a tous fait, je pense, peut-être sauf Marie-Laure qui est sage comme tout sur son siège. C'est vrai en plus. On a tous fait des écarts de conduite à l'école, mais avant on était à un temps où il y avait la petite correction qui venait tout de suite et on ne se plaignait pas à ses parents. Il y avait déjà pas les parents qui venaient ensuite soutenir l'enfant, mais on ne se plaignait pas à ses parents parce qu'on craignait de prendre le double. Hein. C'est ça. Mais bon, quand on dit ça, il paraît qu'on est un peu réac et tout, mais c'est pas grave parce que c'est tellement vrai. Donc, on peut considérer l'écart de conduite, la faute disciplinaire par rapport à la discipline de l'établissement et le délit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, mesdames, chers maîtres ? Alors, l'écart de conduite, c'est simple, hein, c'est une infraction, si on peut appeler ça l'infraction. Oui, c'est une infraction quand même. C'est un acte, un comportement, on va dire comportement, c'est peut-être mieux, qui est contraire au règlement intérieur d'un établissement scolaire et qui est de faible gravité. Ça peut être des retards répétés, ça peut être des absences injustifiées. Voilà, une sortie de l'établissement alors que c'est interdit. Voilà, des choses comme ça. D'accord. Ça peut être bousculer un camarade, même sans vouloir faire exprès. Après, c'est déjà de la violence. Ouais, d'accord. On est plus sur de la violence après, oui. Il y a déjà l'acte de violence. C'est semer un petit peu le trouble dans un cours. Faire l'imbécile dans les couloirs, bavarder de manière incessante, par rapport comme ça. Règlement intérieur qui est toujours c'est le non-respect du règlement intérieur, mais des petites violations du règlement intérieur. Plus par rapport à la vie en communauté, à la vie en société et à la bonne tenue de l'établissement. Donc là c'est la hiérarchie de l'établissement qui prend ça en main. C'est ça, c'est le principal ou le conseiller d'éducation, le CPE avec les professeurs pour les plus petites fautes, ça peut être le professeur qui met une heure de colle. Voilà, c'est ça. Les heures de retenue, un mot sur le carnet, voilà, pour les parents, signé par les parents. Les enfants qui signent à la place des parents, voilà. Et puis des heures de colle. Et puis des heures de colle, voilà, où on vient le mercredi matin ou le samedi matin. Il n'y a plus le samedi matin, c'est le mercredi matin. Il y a Marie-Laure qui brasse ses feuilles, ça fait un boucan énorme. Alors, donc, la faute disciplinaire. L'écart de conduite. Donc oui, alors l'écart de conduite, c'est ce qu'on vient de parler. Après, la faute disciplinaire, là, c'est un comportement, une infraction grave au règlement intérieur. Donc on se réfère toujours au règlement intérieur de l'établissement scolaire. Mais là, ça peut être une insulte à un professeur, ça peut être une dégradation, ça peut être des menaces, voilà. Menaces non réitérées, parce que si c'est des menaces réitérées, c'est un délit. D'accord, ok. Donc là, c'est classé en délit. Et donc ça, c'est aussi réglé par l'établissement scolaire. C'est propre. Ça reste interne. Voilà. C'est réglé en interne. C'est réglé en interne et donc pour ça, il y a la structure qu'on appelle le conseil de discipline. Qui est présidé par le chef d'établissement où il y a des représentants des professeurs, des parents d'élèves, des élèves aussi et des parents d'élèves. Hein. C'est ça. Qui peut aller jusqu'à l'exclusion. Hein. Oui, tout à fait. Ou alors des mesures conservatoires. Voilà, donc pour. Avec quand même une petite nuance. Oui, la faute disciplinaire grave, elle peut quand même donner lieu à des poursuites pénales. Hein. Ça peut, voilà.
Tout à fait. Il y a certaines fautes disciplinaires. Voilà, tout dépend de la gravité de la faute commise. Voilà. Et puis ensuite, donc, il y a le délit. Il y a le délit. Un délit maintenant se prescrit en combien d'années ? 6 ans. 6 ans. 6 ans, donc voilà. Marie-Laure, non, c'est 3 ans, c'est comme avant. Non, c'est 6 ans. C'est 6 ans. 6 ans, donc un délit se prescrit par 6 ans. Et donc là, c'est le non-respect de la loi pénale votée au niveau du pays. Là, on n'est plus dans le cadre du règlement, non-respect du règlement intérieur, c'est non-respect de la loi pénale. Et donc, il est puni par de l'emprisonnement ou une amende ou... Hein, voilà. En fonction de l'âge. On en parlera tout à l'heure. Voilà, donc, en fonction de l'âge, ça peut être le vol, ça peut être des violences. Ça peut être du harcèlement, ça peut être scolaire, des violences, ça peut être des agressions sexuelles. Oui, des dégradations importantes commises dans l'établissement scolaire. Des menaces. Alors, on parlera de tout ça dans quelques instants. Qu'entend-on, mesdames, par délit dans l'école ? Parce que donc il y a le règlement intérieur, mais l'école, elle est en France, donc il y a la loi française, et je pense que les règlements intérieurs doivent être conformes à la loi française. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Eh bien, le délit, il est au-dessus du règlement intérieur. Voilà. En fait, l'établissement scolaire est en France, donc il y a des choses qui sont notées dans un règlement intérieur, mais le règlement intérieur ne nous donne pas tous les délits français. D'accord. Et quand on parle de délit dans l'école, est-ce que le parking situé devant l'école, est-ce que les rues à proximité de l'école sont concernées ? C'est l'établissement scolaire, à l'intérieur, mais également les abords du collège ou du lycée. Jusqu'à quelle distance à peu près ? Eh ben, c'est pas défini par la loi. C'est une appréciation du juge, là, après. Oui, tout à fait. C'est une appréciation du juge, donc... voilà, un trafic de drogue devant un établissement scolaire. Oui, ou à 100 mètres de l'établissement scolaire, doit être considéré comme dans l'établissement. Voilà. D'accord, et donc là, ce sont les règles, même pour un fait qui n'est pas grave, ce sont les règles de l'établissement qui s'appliquent au niveau du règlement intérieur. Et puis ensuite, à la fois la loi, les deux. Bien sûr, les deux. Et la loi, bien sûr. Une personne, elle peut faire à la fois l'objet elle commet un délit dans l'établissement scolaire ou aux abords de l'établissement scolaire, ça peut donner lieu à une sanction disciplinaire, mais ça peut également donner lieu à une poursuite pénale. À une poursuite pénale, à fait, puisqu'en plus, c'est sur la voie publique. Voilà. D'accord, ok. Alors, quelques cas concrets. Je voudrais qu'on traite un peu des cas concrets. Alors, on va parler du harcèlement, bien sûr, des violences. Peut-être on va aller au niveau des collèges, parce que voilà, c'est l'exemple que l'on a, mais bien sûr que ça marche aussi pour tout ce qui est primaire, élémentaire et lycée. Mais on a bien compris qu'en lycée général, c'est là qu'il y a le moins de problèmes. Il y a le plus de problèmes. Il y a le moins de problèmes, on a dit tout à l'heure. Ah non, on a dit lycée professionnel. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, c'est lycée professionnel. Bon, excusez-moi. Mais vous êtes tout excusé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Marion Célis et Marie-Laure Martinez, sur les cas concrets, sur les différents délits, les différentes atteintes à l'ordre de l'établissement ? Alors, comme on disait tout à l'heure, le délit le plus commis en collège et lycée, c'est le vol entre élèves. Donc là, c'est des chiffres, c'est les élèves qui ont dénoncé les faits. Donc 52,7% des élèves sont 10 victimes. Si on rajoute le racket, on est à 59,7% des élèves. Après, on a les violences physiques entre élèves. On a 46,7% des élèves qui nous disent avoir été victimes de violences. Alors ça va de la violence légère, de la simple bousculade, aux violences graves, rixes avec arme. Il n'y a pas eu de distinguo qui a été fait. Est-ce qu'un élève qui bouscule un camarade sans la volonté de le faire ne commet pas de délit ? Non, c'est pas un délit. Il faut la volonté. Il faut la volonté de le faire. Bien sûr. Donc ok. Donc après voilà, il y a quand même un acte de commis, mais sans la volonté. C'est ça. On continue. Après, on a les violences verbales ou menaces envers un enseignant, la dégradation de matériel scolaire. Allez moins vite, Marion. Oui, allez pardon, moins vite. mais il y en a tellement. Donc menace envers un enseignant, si c'est simplement entre guillemets, puisqu'on ne menace pas un enseignant, nous on n'a jamais été habitués à faire ça, entre simplement un nom d'oiseau pour l'enseignement, ou faire une menace de mort. Est-ce que la gradation des faits, elle rentre en compte dans la classification de l'infraction ou pas ? Oui, tout à fait. Une simple violence verbale ne sera pas considérée comme le traité d'un terme qui est inapproprié, quoi. Par contre, une menace de mort réitérée, là, pour le coup, on est sur un délit
Et on a d'ailleurs beaucoup de poursuites pour ça. De plus en plus. De plus en plus, oui. De plus en plus. Il n'y a plus cette notion de respect. On a tous eu, et Marie-Laure a déjà le petit sourire en coin, on a tous eu des profs que l'on appréciait un petit peu moins. On en parlait avec les collègues, les camarades. On avait toujours des surnoms pour certains profs qui n'étaient des fois pas très sympathiques comme surnoms, mais c'était entre nous. Dès que le prof arrivait, il y avait quand même l'adulte qui était là, quoi. Maintenant, c'est fini, ça. Oui. Ouais. Et vous voyez de plus en plus de cas concrets de professeurs qui sont en souffrance et qui sont attaqués, quoi. En souffrance, en difficulté, ouais. En difficulté, d'accord. Dégradation de matériel scolaire, c'est par exemple les bureaux, les tables ou les portes de l'établissement. Les extincteurs, ils aiment beaucoup les extincteurs. Ça c'est du classique, ça. Voilà. Ça c'est du classique, jouer avec les extincteurs. Pas nouveau. Non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai en plus. J'ai moi-même, il y a 25 ans de ça, été surveillant dans un collège Rex. C'était déjà du classique. Mais par contre, il y avait la sanction après, quoi. Maintenant, je sais pas s'il y a toujours la sanction. Alors, quelque chose qui est très très important, le harcèlement et le cyberharcèlement. Alors le cyberharcèlement, c'est par Internet. On sait que ça concerne 17,8% des élèves quand ils reçoivent des mails ou frauduleux ou des menaces par mail. Des messages, des SMS, des choses comme ça. Oui, ils sont plus vraiment au mail. Oui, c'est plutôt les messages. Sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Ou des statuts qui peuvent être très insultants. Des ouvertures de groupe aussi sur Snapchat par exemple, pour dénigrer vraiment une personne, on la met dans le groupe et puis on la dénigre en groupe. Voilà, ça c'est tout ça. Derrière son écran, c'est facile aussi. Voilà, mais des fois ça continue aussi la journée. Ouais. Avec des violences, des diffusions de photos intimes aussi. On le voit beaucoup. Malheureusement. Oui, sur les réseaux. Et alors, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qu'il faut supprimer? On entendait l'autre jour supprimer les réseaux sociaux en dessous de 15 ans. Est-ce que ça peut être bien? Est-ce qu'il y a d'autres solutions concrètes qu'on pourrait mettre en place? Alors difficile, là, j'ai entendu pour la rentrée scolaire, beaucoup d'établissements mis en place des casiers dans lesquels les élèves doivent déposer les téléphones avant de rentrer en classe. Alors je sais que ça n'a pas pu se faire dans tous les établissements scolaires parce que tout le monde n'avait pas les moyens de mettre en place les casiers, donc c'est compliqué. Après, effectivement, peut-être aux parents de responsabiliser les enfants, mais c'est compliqué. Mais je crois que tout le problème est là. C'est ça. Et alors mais par contre, on va déposer les portables quand on arrive à l'école, mais le soir on prend le portable. C'est certain. Le soir on fait ce qu'on veut. Les messages, ils peuvent partir après. Oui, mais du coup, dans la journée, ce sera moins propice à voilà. Je comprends bien, le soir ça va se faire, mais bon. Oui, d'accord. Oui, non, mais c'est un problème beaucoup plus profond. Le harcèlement scolaire en lui-même, on en entend quand même de plus en plus parler. Les cas sont de plus en plus graves. Et là encore, ça traumatise l'enfant qui parfois ne veut plus aller à l'école, qui parfois pleure avant d'aller à l'école ou se met dans. Ça va même jusqu'à des suicides. Oui, tout à fait. Voilà. J'allais venir à ça. Donc il faut à tout prix éviter ça. Il y a des mesures qui ont été mises en place. Il y a un numéro, un appel vert. 3018 qu'on peut appeler pour avoir des vrais conseils de professionnels. Après, il faut en parler à l'établissement scolaire. Et si l'établissement scolaire, mais je ne pense pas que ça doit arriver, mais si l'établissement scolaire ne fait rien, ne bouge pas. Détrompez-vous. Oui, tout à fait, je crois. Ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent que l'établissement scolaire ne fasse rien. À ce moment-là, il ne faut pas hésiter, il faut déposer plainte. Et donc, en plus, l'établissement scolaire, ils ont quand même une obligation Bien sûr. Et après, les parents peuvent effectivement se retourner contre l'établissement scolaire parce qu'on a souvent vu des victimes de harcèlement qui quittaient l'école parce qu'elles ne pouvaient plus effectivement s'y rendre, ce qui est totalement injuste. Si quelqu'un ne doit plus se rendre dans un établissement scolaire, c'est l'auteur. Et comme l'établissement scolaire fait rien, souvent c'est la victime. Voilà. Et pourquoi les établissements scolaires ne font rien ? Est-ce qu'on le sait quand on est avocat ? Est-ce que c'est un manque de moyens ? Je pense qu'ils sont un peu dépassés par le phénomène aussi. Oui. Il y en a de plus en plus. Je pense qu'il y a de ça. Ils doivent être dépassés par le phénomène. Et puis aussi, peut-être une volonté de ne pas faire de vagues. C'est-à-dire que pour qu'un établissement scolaire prévienne le procureur de la République ou la gendarmerie, il y a beaucoup de travail à faire. En général, on essaie de tout faire en interne. On va peut-être que c'est pas ils convoquent le harceleur, ils essaient de trouver des solutions, mais d'accord. Donc
téléphoner au 3018, voilà. qui est un numéro vert. Et pas hésiter à déposer plainte. Tous les jours. Et on aura donc les conseils, les meilleurs conseils, les meilleures informations. Puis autrement, on dépose plainte. Donc, simplement, mais je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent, qui ne savent pas comment on dépose plainte. Comment on fait ? Alors, on peut déposer plainte sur Internet. On fait une pré-plainte. On peut faire une pré-plainte en ligne. Sur le site du gouvernement, là. Je suppose. Oui, je suppose que j'ai jamais regardé. Pré-plainte en ligne sur Google. Oui, d'accord. Et après, on est convoqué en police ou en gendarmerie, ou alors se déplacer directement en police ou en gendarmerie, ou alors, si on ne souhaite pas effectivement passer par ce biais-là, on va directement voir un avocat et l'avocat peut nous aider à rédiger la plainte directement auprès du procureur de la République. Tout à fait, ok. Voilà. Donc c'est une solution avocat aussi. Spécialisé dans ce domaine et c'est toujours utile d'avoir un avocat parce qu'on rentre après dans des domaines juridiques et tout le monde n'est pas juriste. Donc avoir les conseils d'un professionnel, c'est quand même bien. Ok, donc pour le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, le port d'armes aussi qui fait partie des délits. Donc avec les couteaux, ça pourrait être aussi des armes à feu ou des armes de poing etc. Ça peut malheureusement. Et tout peut être même un bâton peut être une arme. C'est une arme par destination. Hein Donc ou une batte de baseball ou tout ça. Donc un cutter, un compas, ça peut devenir une arme. Oui, tout à fait. Une lame tranchante, un rasoir et tout. Et on a de plus en plus de cas d'enfants, parce que là on parle quand même d'enfants qui ont ça dans leur sac, quoi. Oui. D'accord, tout va bien. Et alors après, bien sûr, il y a les stupéfiants, la législation sur les stupéfiants. Donc là, c'est directement le délit, là. Oui, là on est dedans, là. On est en plein dedans. Là, on est dedans. Et sur notre territoire, Grand Lac et Chambéry, est-ce qu'il y a beaucoup de cas où il n'y a pas encore trop de stupéfiants vers nos établissements scolaires ? Si, il y en a beaucoup. D'accord, oui, non mais c'est... Et vous vivez là-dedans au quotidien, quoi. Oui. D'accord, ensuite, alors, bien sûr aussi, mais même de plus en plus jeunes, les violences sexuelles. Donc, les violences sexuelles, c'est 12,5% des élèves en moyenne qui en sont victimes. Oui. 12% des élèves... Donc là, on parle bien au collège. Oui. Il y en a peut-être, si j'ose dire, un peu moins, mais je prends vraiment toutes les... précautions quand je parle en primaire et en maternelle Oui, d'accord. C'est au collège et plus de 14% des filles s'en disent victimes. Et avec les violences sexuelles, si vous voulez bien, on peut parler aussi du proxénétisme. Donc ça, ce sont des cas courants que vous voyez. Alors, le proxénétisme n'est pas encore trop courant, mais ça arrive. Ça arrive. Ça arrive que des jeunes hommes prennent des filles sous leur aile pour vendre leurs services dans les toilettes de l'établissement, par exemple. Oui, d'accord. Oui, et puis avec le développement de la pornographie sur les réseaux, sur Internet, qui est facile d'accès, ça donne des idées, tout ça. Mais surtout qu'on a même des jeunes femmes qui ne comprennent pas le problème. Ah oui. On ne voit pas du tout où est le problème. Où est le mal ? Il n'y a pas de mal. D'accord. Et au niveau des violences sexuelles, je vois dans vos yeux, ce n'est pas facile de parler de ça, mais qu'on creuse un petit peu, sans trop en dire, bien sûr. Donc, on les voit à tout âge, et elles sont de plus en plus graves, ces violences Alors, sexuelles. Là, les chiffres qu'on a donnés, ça va de la main aux fesses aux violences. Donc, faut pas non plus penser que 14,4% des filles scolarisées sont victimes de viols. Tout à fait. Fort heureusement, mais pour autant, ce sont des filles qui, à un moment, ont senti être victimes de violences sexuelles. Donc, ça peut être un simple attouchement ou ça peut être plus grave. Ou ça peut être plus grave, bien sûr. Et là, donc, pareil, si on sait que son fils ou sa fille est victime de telle violence, on en parle à l'établissement. Et si l'établissement, pareil, ne bouge pas, on dépose plainte, là. Voilà. Mais à mon avis, là, pour ce type de choses, dans tous les cas, il faut déposer plainte. Puisqu'il l'établissement ne pourra pas punir pénalement le responsable de ça, donc il faut dans tous les cas déposer plainte. D'accord, on parlera après des responsabilités de l'établissement. Et ok, donc on a fait un petit tour sur hélas, ces délits qui sont commis dans le cadre de l'école. Et on rappelle qu'en plus de l'établissement, c'est le parking de l'école, c'est les abords, ce sont les abris de bus.
Les abris de bus, c'est le parking à vélo, c'est le parking à moto et tout. Donc, tout ça rentre en ligne de compte. Il est 13h30. Tout juste, on va marquer une petite pause musicale pour souffler un peu, parce que c'est vrai que le sujet est délicat, le sujet est sensible. Et ensuite, on revient toujours dans la voie du barreau avec maître Marion Célis et puis maître Marie-Laure Martinez qui sont là en studio avec nous pour parler des délits dans l'école. À tout de suite. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1 et en DAB. La voix du barreau. Vos droits à la portée de tous avec des avocats. C'est maintenant sur Radio Grand Lac. C'est maintenant et c'est déjà la deuxième partie de cette édition du mois d'octobre. Je vous rappelle, c'est le rendez-vous du premier lundi de chaque mois à 13h en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry. Je salue chaleureusement le bâtonnier Daniel Cataldi pour sa confiance. Et puis bien sûr notre collègue maître Benjamin Bérou qui nous aide beaucoup pour cette émission. Et puis tous les membres de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry, bien sûr. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir toujours avec moi maître Marion Célis et maître Marie-Laure Martinez pour parler d'un sujet délicat, d'un sujet important, d'un sujet grave, qui est en fait un sujet de société, puisqu'on parle des délits dans l'école, mais on voit bien que le sujet est beaucoup plus large que l'école, puisqu'en fait, quand on parle du rôle des parents, quand on parle de tout ça, on s'aperçoit que c'est sociétal, tout ça, et que pour régler les délits à l'école, il faut beaucoup plus de temps et de choses à faire que de mettre simplement des sanctions. Voilà, il faut reprendre un petit peu les mentalités qui ont beaucoup changé ces dernières années. On parlait en off de notre enfance, c'était pas comme ça. Voilà, alors on peut dire que voilà, c'était nul avant. Je ne pense pas. Personnellement, maître Martinez et maître Célis, vous pensez comme moi. Et puis notre société a beaucoup évolué. Et il y a des bonnes choses aussi, voilà. Mais les mentalités ont beaucoup changé. Et parfois, il y a plus de respect, de considération comme il y avait avant. Bref, cela n'engage que moi, mais je sais que vous pensez comme moi. Alors, on va continuer cette émission sur les différences entre la procédure disciplinaire et la procédure judiciaire, parce qu'on a bien compris que en fait on parle de délit à l'école, mais on devrait parler d'infractions, les infractions à l'école, puisqu'il y a plusieurs choses. On a parlé de l'écart de conduite que l'on a tous fait, qui encore une fois il y a quelques années se réglait beaucoup plus facilement, à la faute qui commence à devenir grave, et puis au délit, au délit. Donc voilà, avec même des cas graves, du harcèlement que l'on ne peut tolérer, et des violences physiques et même des violences sexuelles. Et vous parliez même de proxénétisme qui était en train de se mettre en place dans nos établissements scolaires, et on parlait en priorité des collégiens. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la différence entre la procédure disciplinaire et la procédure judiciaire? Alors, Marie-Laure Martinez, avocate à Chambéry, qui est en pleine forme aujourd'hui. Elle s'éclate. C'est lundi. Donc la procédure disciplinaire, c'est la procédure qui va être mise en place, justement, vous venez de le rappeler, pour un petit écart de conduite ou une faute disciplinaire. Donc c'est quelque chose qui va être réglé en interne avec le chef d'établissement. Alors que quand on a un comportement qui donne lieu à une qualification d'infraction ou délit, là on passe en phase judiciaire, au pénal. C'est-à-dire compétence du procureur de la République, compétence du tribunal pour enfants ou de la cour criminelle si le tribunal pour enfants statue en matière criminelle. Le tribunal pour enfants qui statue en matière criminelle s'il s'agit de faits criminels. Tribunal pour enfants, il y en a un par département, ça dépend de la cour d'appel, ça marche comment? Il y en a un par département. Il y en a un par département, d'accord, avec des juges même qui sont formés, voilà, pour ça. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est traumatisant quand on passe en justice, et pour un enfant, un mineur qui n'a des fois pas conscience du mal qu'il a fait. Il faut bien aussi prendre ça en ligne de compte. Et donc il faut des adultes qui soient adaptés. Et puis bien formés à la matière. Et formés. Voilà. Donc la procédure. Comme on a le parquetier, le procureur de la République, c'est un procureur qui est spécialisé et qui au tribunal fera fonction que substitut des mineurs. D'accord. Et puis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, donc il y a l'enquête aussi des forces de l'ordre. C'est ça. Donc la comparution, ça peut être une garde à vue.
Ça peut être une garde à vue. À partir de 13 ans. Voilà, avec la présence de l'avocat tout le temps. L'avocat, en procédure disciplinaire, l'avocat n'est pas obligatoire. Les parents peuvent demander effectivement à être assistés de la personne qu'ils souhaitent. Ça peut être un avocat. En revanche, dans le cadre d'une procédure judiciaire... De la personne qu'ils souhaitent. C'est-à-dire, ça peut être un avocat, ça pourrait être qui d'autre ? Un délégué de parents. Un délégué de parents ? D'accord, oui. Je me trompe pas. D'accord, un délégué de parents. Donc après, c'est une procédure judiciaire qui est... Voilà, et à ce moment-là, l'avocat pour le mineur est obligatoire et assistera le mineur pendant tout le temps de la procédure. Pendant tout le temps de la procédure, d'accord. Les parents ont quel rôle à jouer dans le cadre de la procédure ? Normalement, ils travaillent en collaboration avec l'avocat. Oui, tout à fait. Voilà, hein. C'est un peu leur rôle. On a parfois des mineurs qui viennent pas accompagner. Hein. Oui. Parce que les parents sont pas en capacité de le faire. Oui, tout à fait. Normalement, le parent, il reste responsable des faits qui sont commis. Il y a la responsabilité sur le plan civil. Il y a l'infraction pénale qui a causé un préjudice civil. Les parents restent civilement responsables de leurs enfants. Donc, ils sont censés accompagner leurs enfants. Sauf dans le cas où l'autorité parentale a été enlevée. Oui, sauf l'enfant placé. Puis il y a aussi... si l'enfant était placé, c'est pas toujours de la responsabilité des parents, ça peut être effectivement de la responsabilité du foyer de l'établissement. Mais on va pas rentrer dans le... Non, bien sûr. On reste large. Et en tout cas, l'enjeu, là, est une sanction pénale. C'est ça. Pour l'enfant qui a plus de 13 ans. Pour l'enfant qui a plus de 13 ans, puisque moins de 13 ans, il est pénalement irresponsable. Donc, s'il fait des bêtises, il y aura des mesures qui seront adaptées. Il y aura des mesures qui seront prises. Un suivi de la famille. Une admonestation, un avertissement, puis des mesures qui peuvent être prises. Un rappel à la loi ? Pas de rappel à la loi pour l'enfant de moins de 13 ans. D'accord, ok. Il peut y avoir parallèlement le parquet qui va s'inquiéter de la situation de cet enfant qui a commis quand même une infraction, mais qu'on peut pas sanctionner parce qu'il a moins de 13 ans. Saisine du juge pour enfant, là, non pas au pénal, mais dans le cadre de mesures de protection de l'enfant. De mesures de protection de l'enfant. Mesures éducatives. Tout à fait, ou même de suivi de la famille. C'est ça. Et il y aura un suivi de la famille. Il y aura un suivi de l'enfant et suivi de la famille. Les familles peuvent avoir des difficultés, notamment dans ces périodes économiques complexes. Donc les familles peuvent avoir des difficultés et se laisser déborder aussi. Alors, on en profite. Alors j'en profite pour le dire. Les familles peuvent aussi, sans attendre qu'un enfant commette un délit, elles peuvent aussi, si elles sont en difficulté, saisir le juge pour enfants, soit dans un cadre administratif, soit dans un cadre judiciaire. Allez voir les services sociaux. C'est ça. Il n'y a pas de honte à avoir à dire j'ai besoin d'aide. Il faut le faire en prévention plutôt que se retrouver devant le juge des enfants. Voilà. Et d'accord. Écoutez, c'est très très clair. Et quand des faits sont commis, et Marie-Laure est toujours en train de brasser ses feuilles, cher maître, dans le cadre de faits commis dans un établissement scolaire, quel qu'il soit, est-ce que l'école doit-elle systématiquement dénoncer les faits ? Quelle est l'obligation de l'école à ce niveau-là ? Alors, moi, je dirais qu'elle n'a pas véritablement d'obligation. Ce que disait tout à l'heure Marion Célis, c'est vrai, je pense que les établissements scolaires, ils ont plutôt un rôle éducatif. Ils sont plutôt réticents à dénoncer ce type de faits. Moi, je pense que je serais plutôt pour la dénonciation des faits. Oui. Mais le constat je pense que Marion, elle fait le même que moi, c'est plutôt que les établissements scolaires ne le font pas. Mais je pense parce qu'ils se situent dans ce rôle plutôt éducatif. Moi, je le vois comme ça. Enfin, je sais pas comment tu le vois. Là, dans les chiffres qu'on a donnés, par exemple, les 52,7% des élèves victimes de vol, il y a un simple vol de stylo qui va être comptabilisé par un élève et qui sera pas forcément comptabilisé par l'établissement. Voilà. On va pas dénoncer un vol de stylo. Bien sûr, Au même titre que des insultes dans la cour, ce n'est pas du harcèlement. De plus en plus, on se déplace en audition libre pour une simple insulte dans la cour de récré. Ce n'est pas du harcèlement, c'est pas ça du harcèlement. Harcèlement, ça nécessite la répétition. La répétition. D'accord, donc il faut que ce soit... Un seul fait n'est pas suffisant et pas caractéristique du délit de harcèlement. Tout à fait, oui, tout à fait, c'est normal, on le comprend bien. Donc, les écoles doivent dénoncer les faits et si elles ne le font pas, comme on a dit tout à l'heure dans le cadre du harcèlement ou de violence, il faut déposer plainte. C'est ça. Les parents peuvent le faire, oui, tout à fait. Alors, déjà, les parents, on prend contact avec l'établissement, avec le chef d'établissement, avec la vie scolaire, avec le CPE ou la CPE, ou l'assistante sociale qui a parfois dans les établissements où on vient parler, et puis on essaye de se mettre d'accord. Le dialogue est important, là.
Bien sûr. Oui. Entre les parents et l'établissement scolaire. Et on rappelle quand même que dans l'établissement scolaire, voilà, on n'y a pas en gagnant, quoi. Hein. Voilà, c'est quand même la hiérarchie qui commande. Hein, la hiérarchie de l'établissement scolaire. D'accord. Et donc, il faut dénoncer les faits. Et si c'est pas fait, il faut déposer plainte. Alors, on dépose plainte contre l'auteur des faits ou contre l'établissement ? Contre l'auteur des faits. Contre l'auteur des faits. Et est-ce que l'établissement peut être considéré comme complice ? Non. S'il n'a pas dénoncé les faits ? Non. On pourra éventuellement engager ensuite sa responsabilité s'il y a une faute. D'accord. Mais il faut encore pouvoir prouver la faute. Oui, il faut prouver la faute. Et ça sera ensuite, après la procédure pénale. Mais dans un premier temps, il faut déposer plainte contre l'auteur des faits. Il faut déposer plainte contre l'auteur des faits. Et si cet auteur des faits a moins de 13 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Il ne sera pas poursuivi. Oui, mais on dépose plainte quand même contre l'enfant. Pour faire simple. Alors, si jamais les actes qu'il commet sont constitutifs d'un délit, on pourra toujours agir au civil. C'est-à-dire, cher maître, vous êtes victime. Un enfant, on va dire un enfant de 12 ans qui va tabasser dans la cour de récréation, qui va tabasser un autre enfant, et l'autre enfant, je sais pas, il va. Ce qui s'est toujours passé, hein. Voilà. Depuis que le monde est monde, dans les écoles, il y a toujours des bagarres. Et puis, il va avoir le bras cassé. Voilà, c'est ça. Après. Il y aura pas de poursuite au pénal parce qu'il a moins de 13 ans. En revanche, les parents pourront rechercher la responsabilité des parents de l'autre mineur auteur sur le plan civil. Alors, normalement, on a des assurances responsabilité civile. On fait jouer nos assurances. Oui. Voilà. Au cas où, on peut aller au civil, rechercher la responsabilité pour faute. C'est le cadre de l'article 1382. C'est ça. Tout fait quelconque de l'homme oblige. Voilà. Et 140. Et maintenant, il a changé. Et oui. Et obtenir une juste indemnisation. Voilà. Donc, ce qu'on appelle un peu les dommages et intérêts. C'est ça. Hein, c'est ça, les dommages et intérêts. Concrètement, puisqu'il est déjà 13h44 et ça avance. Concrètement, comment se déroule la procédure à l'école si un élève commet un délit ? Alors, soit la vie scolaire saisit directement le procureur de la République. La vie scolaire, c'est ce qu'on appelle le CPE. Ouais. Et avant, alors il y avait les surveillants. Maintenant, ce sont les assistants. L'éducation. Voilà, les assistants d'éducation. Donc, soit le CPE saisit le parquet directement le procureur de la République, soit il y a une plainte qui est déposée. Ensuite, il va y avoir une enquête qui va être menée par les forces de l'ordre. Donc, à ce moment-là, l'auteur peut être éventuellement placé en garde à vue ou entendu sous le régime de l'audition libre des mineurs. Explique peut-être l'audition libre, parce que pour nous, c'est évident. Pardon. Oui. Alors, la garde à vue, c'est... Merci Marie-Laure. Merci Marie-Laure. La garde à vue, c'est une mesure de contrainte où on garde l'enfant contre sa volonté et c'est le procureur de la République qui gère la garde à vue et qui correspond avec les gendarmes ou les policiers. L'audition libre des mineurs est faite par les gendarmes et les policiers, c'est eux qui décident et l'enfant peut partir à tout moment. Dans les deux cas, de toute façon, l'avocat est obligatoire. Donc on est là pour rappeler les droits des enfants, des mineurs. Un mineur de moins de 13 ans, donc il ne va pas en garde à vue. Non. Hein, puisqu'il a moins de 13 ans, par contre, il peut aller en audition libre. Oui. Une audition libre, donc là, il aura ses parents avec lui ou pas ? Alors, les parents doivent accompagner. Puisqu'il est mineur. Les parents doivent accompagner, mais ils accompagnent pas forcément lors de l'audition. D'accord. Ça, c'est un peu selon le dossier, comment on le sent. C'est ça. Voilà, ça. Parce que il y a le cas par cas aussi. Oui, voilà. Et souvent, les enfants parlent pas forcément librement devant leurs parents, donc il vaut mieux parfois qu'ils restent dans la salle d'attente. Souvent, les policiers et les gendarmes préfèrent. Oui, effectivement, les entendre tout seuls. Parce qu'en plus, ils sont formés pour écouter les enfants, pour peut-être dédramatiser. Les rassurer. Dédramatiser la situation pour que l'enfant parle et encore une fois, l'enfant peut très bien ne pas avoir conscience du mal qu'il a fait ou du délit qu'il a commis. Hein. Attention, voilà. Et ça peut être aussi éducatif, une audition libre, où un gendarme ou un policier est formé, l'avocat est là et on fait comprendre à l'enfant que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Et parfois, la procédure s'arrête là parce qu'en fait, c'était un rôle purement éducatif. De prévention aussi. De prévention, voilà, pour éviter que ça se prenne. Où est-ce que ça se passe, ces auditions libres ? En gendarmerie ou en commissariat. D'accord. Ça peut pas être dans l'établissement. Hein. Non, jamais. Non. D'accord, Jamais. Criez pas, Marie-Laure. Elle me regarde avec des gros yeux là. D'accord, ok. Et donc, alors, s'il y a
des sanctions à prononcer au niveau de l'établissement. Seul le chef d'établissement peut le faire, peut dire voilà, est compétent pour convoquer le conseil de discipline et tout. Et autrement, après, donc on délègue tout ça au service judiciaire. Et donc ensuite, il y a une procédure qui est mise en place. Et alors, s'il y a des poursuites pénales, comment est-ce que ça se passe s'il y a enquête, s'il y a poursuite pénale contre l'enfant de plus de 13 ans, puisque la majorité pénale est à 13 ans. On le répète, parfois on entend 15 ans, on entend tout. Non, c'est 13 ans. Voilà. 13 ans. Alors, comment est-ce que ça se passe s'il y a enquête ? Alors, si enquête, allez, un petit cours de procédure pénale. Les mineurs de plus de 13 ans peuvent effectivement, pareil, un garde à vue, audition libre, c'est possible, tout le temps avec l'assistance de l'avocat. Présentation devant le procureur de la République, saisine du juge pour enfants et en fonction de l'âge, parce qu'il y a encore une différence à faire, à partir de 13 ans, donc le mineur il est considéré comme responsable, il peut faire l'objet de mesures judiciaires et être condamné à une sanction. La sanction, ça peut être la peine d'emprisonnement à partir de 13 ans. Oui, tout à fait. Voilà. Donc oui, dans des quartiers qui sont adaptés et tout, bien sûr. Et donc, on prend en compte ce critère de discernement. Oui, on considère qu'avant 13 ans, il n'a pas le discernement, il ne peut pas être responsable. Alors, avec une petite particularité, quand même, on ne l'a pas dit, parce que parfois, à 13 ans, le procureur peut estimer que, attention, allez-y, vous avez des enfants à 13 ans qui, c'est une simple présomption qui peut être donc appréciée différemment par le procureur de la République, qui peut décider qu'un mineur de moins de 13 ans, il a le discernement, et à ce moment-là, il va devoir répondre de ses actes. Oui, tout à fait. Oui. On l'a pas fait, cette différence. Elle existe. Le juge peut adapter la loi en fonction du mineur qu'il a en face de lui. C'est bien ça. sûr, dans le cadre légal, bien sûr, ça va sans dire. Et donc, s'il y a poursuite, ensuite, le dossier est transmis au juge des enfants ? Oui, alors avec une particularité, alors je sais plus depuis quand ça s'applique. 2021. Voilà, depuis 2021. Merci, aujourd'hui, il y a 2 phases devant le juge pour enfants. Il y a une première phase où l'enfant va être reçu avec ses parents, qui est la phase de culpabilité, où là, le juge va porter à sa connaissance les faits qui lui sont reprochés, va les qualifier, va le mettre en examen ou pas. Donc, quand on dit qu'il va les qualifier, ça veut dire qu'il va dire si c'est une infraction ou un délit en fonction de la loi, en fonction des codes. Et quel délit on lui reproche. Il va prononcer une mesure judiciaire, alors je ne sais plus comment elle s'appelle souvent, mesure éducative judiciaire provisoire. Voilà, jusqu'à la prochaine audience, c'est-à-dire qu'il va désigner un éducateur, un organisme, une association qui va suivre l'enfant et qui va nous permettre, et ça c'est très intéressant, donc ce suivi de l'enfant entre la phase de culpabilité, la phase de jugement qui prend entre 3 mois et 6 mois, c'est ça je crois la période. 6 à 9 mois. 6 à 9 mois, c'est ça, qui nous permettra de voir l'évolution de l'enfant. Alors, entre-temps, on peut prévoir des mesures de réparation, on peut prévoir une obligation de soins, etc. Et pour la phase de jugement, et ça, c'est très intéressant quand même, parce que ça donne aux avocats à l'époque, c'était très compliqué pour nous. Aujourd'hui, on a quand même des rapports qui sont déposés avant l'audience et qui nous permettent d'abord de juger l'enfant dans un temps très court, voilà, et pas 3-4 ans après. Puis avec des éléments qui sont intéressants au-dessus. Et là, pareil, on parle bien, donc si c'est, ou même 9 mois après, le mineur qui a 12 ans et demi, qui commet un délit, donc il est irresponsable, s'il est jugé à 13 ans et demi, on parle bien, on le voit comme au moment de l'accomplissement de l'acte. Tout à fait. C'est l'âge du moment des faits qui est pris en compte. C'est l'âge du moment des faits qui est pris en compte. Tout à fait. Ça. Donc, on peut très bien voir un mineur, même à 14 ans, qui ne sera pas poursuivi parce qu'il était irresponsable quand il a commis des faits. Quand il a commis des faits, c'est ça. Ou le cas qu'on a le plus, finalement, c'est des majeurs devant le juge des enfants. Oui, tout à fait. Des majeurs bien vieux. J'ai déjà eu des majeurs de 27 ans devant le juge des enfants. Est-ce qu'il y a un appel devant le juge des enfants ? Bien sûr, on peut faire appel de la décision du juge pour enfants. Juge pour enfants. Alors, on a parlé déjà un petit peu des sanctions qui sont possibles pour un mineur ayant commis un délit. Donc, le juge des enfants a un arsenal de mesures et de sanctions à sa disposition. Mais cela dépend encore une fois de l'âge du mineur, de sa personnalité, de son environnement familial aussi, bien sûr, parce qu'on peut avoir aussi des enfants qui sont désœuvrés.
qui sont désemparés, qui sont abandonnés entre guillemets, et tout ça, les services judiciaires vont le prendre en compte pour être mieux pour l'enfant. Et ça dépend aussi de la gravité des faits. Alors, il peut prendre des mesures éducatives. C'est-à-dire qu'on n'emprisonnera pas, on ne poursuivra pas pénalement parlant, mais par contre, on va éduquer. C'est ça. Pour éviter que ça arrive une nouvelle fois plus tard. Qu'est-ce que vous pouvez... Alors, vous nous avez déjà parlé de la mesure éducative judiciaire. Ça peut être un avertissement aussi. Ça peut être un avertissement, une dispense de mesure éducative. C'est-à-dire une dispense de mesure éducative. Alors, en fait, il y a la mesure éducative judiciaire provisoire et il y a la mesure éducative judiciaire en titre de mesure éducative. D'accord. Donc, la dispense de mesure éducative, c'est quand on voit que la mesure provisoire a bien réussi, on dit, c'était en fait finalement ça la sanction et on s'arrête là. Voilà. Donc, c'est ça la dispense de mesure éducative, ou on peut aussi l'appeler la déclaration de réussite éducative. D'accord, ok. D'accord. Et puis, au niveau des peines? Alors, les peines, elles font de la dispense de peine. Donc, la dispense de peine, c'est-à-dire que la peine est prononcée, mais il y a la dispense de peine, elle est prononcée, mais on ne l'applique pas. Alors, il n'y a pas de peine prononcée, on prononce une dispense de peine. D'accord, ok, il est coupable, mais toute la procédure fait qu'il n'y a pas spécialement besoin de rajouter une peine là-dessus. Ensuite, il y a la sanction réparation, donc qui consiste à réparer l'infraction. Les stages, beaucoup de stages de citoyenneté, notamment pour apprendre, pour éduquer, encore une fois. La confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction. Oui, comme le couteau, quoi. Comme le couteau, voilà. Ou des stupéfiants. Ou les stupéfiants. L'amende, qui est très peu prononcée pour les mineurs, parce qu'il faut avoir les moyens de les payer. C'est pas les parents qui payent l'amende pour les mineurs. D'accord, ok, c'est la question que je l'ai posée. C'est le mineur. C'est le mineur qui doit... Donc, à partir de 13 ans, voilà. Qui doit payer son amende. Mais là, clairement, l'amende, c'est pour ceux qui sont devenus majeurs et qui sont jugés pour des faits quand ils étaient mineurs. Le TIG? Le TIG, travail d'intérêt général, donc qui est possible à partir de 16 ans. Et il faut que le mineur soit d'accord. Il faut le consentement. Voilà, sans le consentement de la personne, on ne peut pas prononcer un travail d'intérêt général. Le travail d'intérêt général, il consiste en quoi? Il consiste en fait à travailler au profit d'une association, d'une collectivité, sans être rémunéré. Voilà, c'est la sanction. Ouais. Le suivi socio-judiciaire. Alors, le suivi socio-judiciaire, il est prononcé en général pour un long temps et c'est souvent pour les agressions sexuelles. Pour avoir un suivi des auteurs, savoir s'ils ont un risque criminologique de... Donc là, pareil, il y a les psychologues pour enfants et tout qui rentrent en ligne de compte. C'est exactement ça. Ensuite, alors il y a l'emprisonnement, soit avec sursis, soit ferme. C'est ça, il y a tout l'arsenal d'emprisonnement, l'emprisonnement avec sursis simple, l'emprisonnement avec sursis probatoire. Donc c'est-à-dire que l'enfant doit prouver une amélioration de son comportement, Non. Alors, le sursis simple, c'est qu'on a une peine au-dessus de la tête pendant 5 ans. Si on ne commet pas de nouvelle infraction, tout s'efface et tout va bien. Le sursis probatoire, c'est qu'on est suivi pendant 2 à 3 ans par les services éducatifs, souvent, quand l'enfant est mineur, ou par le SPIP quand il est devenu majeur. Et là, il faut en effet... fournir des preuves comme quoi ça va mieux, les obligations de soins, obligations de travail, etc. Et ensuite, on a les emprisonnements fermes, soit dans le cadre d'une DDSE, donc c'est le bracelet électronique. D'accord. Voilà, soit l'emprisonnement ferme, en prison, quoi. Directement en prison. En prison. Donc le principe, on a bien compris, c'est la gradation des peines et c'est prioriser l'éducation avant la répression. Avant la répression. La prévention avant la répression, l'éducation plutôt que la sanction pour une meilleure réinsertion de mineur, puisqu'un mineur, il a encore toute sa vie à faire après, donc on va essayer de l'éduquer, pour qu'il puisse se sauver de cette situation où il est peut-être tombé par accident sans volonté de devenir un délinquant. Mais bon, la vie a fait qu'il en est là. Et quelle sera la responsabilité des parents? Eh bien, les parents, comme je disais tout à l'heure, sont responsables civilement des infractions qui sont commises par leurs enfants. Donc, c'est-à-dire que si on a une constitution de partie civile, c'est-à-dire une victime qui va venir demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, les parents vont devoir indemniser. Étant précisé, comme je vous le disais tout à l'heure, que généralement les parents souscrivent des assurances responsabilité civile et que normalement les assurances responsabilité civile couvrent ce genre de... Même dans le cas de violences graves et extrêmes. Oui. En fait, il faut vérifier le contrat. Il faut regarder des exclusions de contrat, des exclusions de garantie, mais en principe, ils sont censés tout couvrir.
D'accord, donc les parents sont responsables civilement et ne sont pas responsables pénalement. C'est ça. Voilà, donc des faits commis par leurs enfants. Par leurs enfants. Et donc, oui, il y a les informations préoccupante aussi là pour les établissements scolaires. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un établissement scolaire qui constate qu'un enfant, ne serait-ce qu'un enfant qui vient à l'école tous les jours en retard, ou un enfant qui vient plus à l'école, ou un enfant qui est agressif, l'établissement scolaire, il peut faire un signalement en considérant que faire une information préoccupante, et cette information préoccupante ensuite elle est transmise au procureur de la République qui peut se saisir et qui va saisir par le biais d'une requête le juge pour enfants. Qui va ou qui peut ? Qui va, ça dépend, ça dépend. Ça dépend de ce qui lui sera présenté. Alors, une petite question avant de finir bientôt. On a encore 3 petites questions. Et que se passe-t-il pour les camarades, les élèves qui sont témoins des faits commis ? Marie-Laure et Marion, 2 avocates. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a ceux qui vont accepter de témoigner. Voilà. Et puis, vous pouvez pas contraindre quelqu'un à témoigner s'il le souhaite pas, parce qu'on peut avoir peur, Oui, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à non-assistance à la personne en danger ? S'il y a danger, voilà. Oui. Bien sûr, S'il y a danger, oui. Bien sûr. Donc, non-dénonciation d'un délit ou d'un crime. Voilà. Et puis, on peut... Est-ce qu'ils sont considérés comme complices ou comme comparses ? Non, vous êtes complice si vous êtes... C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, le fait la réunion, le fait d'agir en groupe. Par exemple, vous êtes un arrêt de bus avec un camarade qui... Oui, parce que souvent, c'est en groupe quand même. Je vais voler le téléphone de X. Vous êtes avec lui, vous ne réagissez pas et vous êtes là à côté, vous pouvez être considéré, vous êtes complice. Vous êtes complice de l'infraction. C'est une notion qui est extrêmement compliquée pour les mineurs, la complicité. Tout à fait. Voire être, à ce moment-là, on est en vol en réunion. Et être considéré comme co-auteur, même pas co-auteur. Oui, tout à fait. Être considéré comme co-auteur. Tout à fait. Après, moi, ce que j'ai l'habitude de dire aux jeunes pour leur expliquer la réunion, c'est quand Mbappé il met un but, c'est toute l'équipe qui a finalement le point. C'est pas que Mbappé qui a son but. La réunion, c'est ça. C'est une équipe de foot où même s'il y en a qu'un qui tape, par exemple, tous ceux qui sont autour et qui encouragent à taper, ils sont quand même co-auteurs. C'est de la réunion. Oui, bravo, c'est une belle comparaison qui parle aux enfants. Pour finir, est-ce qu'on peut dire que la justice des mineurs en France, elle est laxiste ? Non. Non, mais pourquoi ? Développez, cher maître. Elle n'est pas laxiste parce qu'on a quand même beaucoup de poursuites. Et avant 45, il n'y avait pas de justice des mineurs. Avant 45, il n'y avait pas de justice des mineurs. Ils étaient traités comme les majeurs. Voilà, mais en même temps, il n'y en avait pas beaucoup. Après, à partir de 1945, il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés orphelins du fait de la guerre et qui se sont mis à vivre dans la rue et à vivre de l'argent. Oui, les circonstances de la vie parfois font que... Donc, le gouvernement provisoire de De Gaulle a créé l'ordonnance de 45 pour créer ce droit des mineurs. En 2021, on a eu la réforme avec le code de justice pénale des mineurs qui avait déjà pour but d'être moins laxiste et d'accélérer les temps de procédure parce qu'on avait des procédures qui pouvaient durer 4 à 5 ans et c'était beaucoup trop long pour juger des mineurs 4 à 5 ans après les faits. Donc aujourd'hui on les juge 6 à 9 mois après la première audience, donc souvent un an après les faits. On a de plus en plus de poursuites et après c'est vrai que le but premier ça reste l'éducation. Pour pas qu'il y ait de récidive, pour que les jeunes rentrent dans la vie active et dans la majorité en ayant les pieds sur terre, la tête sur les épaules et qu'ils soient bien cadrés. Après, pour les multirécidivistes, parce qu'on en parle énormément à la télé, les multirécidivistes, non, on n'est pas laxiste avec eux. S'ils doivent aller en prison, ils vont en prison. L'arsenal judiciaire dont on a parlé tout à l'heure, il est là. Et au bout d'un moment, il n'y a plus mesures éducatives, il n'y a que des peines et les peines fermes, elles tombent. Donc, oui, tout à fait. Voilà. Il n'y a pas de plus grand laxisme pour les mineurs que pour les majeurs. Alors, on a bien compris que ce qui compte avant tout, c'est la prévention. Oui. Pour éviter un simple problème, un one shot comme on dit en patois, pour éviter que ça dégénère et que ça se reproduise. Donc, comment est-ce qu'on peut faire encore plus de prévention ? Comme aujourd'hui déjà. Voilà, où on s'en parle dans les établissements scolaires. Dans les établissements scolaires, ce que le barreau de Chambéry fait de plus en plus d'ailleurs. Oui, les avocats se déplacent dans les établissements scolaires. Oui. Et quel est l'accueil que vous avez des enfants En général, ils ont plein de questions. Oui, mais... Et on n'est pas toujours préparé à leurs questions. Ouais. Mais ça se passe toujours très bien. Oui, et vous leur apprenez.
On leur apprend. Alors souvent, on utilise avec le CDAD, le comité d'accès au droit, on utilise des dossiers qui sont anonymisés. On les fait travailler sur les dossiers et comme ça, ils peuvent poser aussi toutes leurs questions par rapport à ces problématiques-là. D'accord, donc la prévention et encore une fois, la prévention. Oui. Pour l'éducation. Prévention et je crois que l'éducation est essentielle. Oui. C'est un petit peu le rôle des parents, ça. C'est le rôle des parents. Voilà, mais entre autres, bien sûr, alors des parents, il y a aussi les associations, les clubs sportifs et tout, qui reçoivent. Ils font un beau travail. Ce qu'on dit, les enfants sont toujours mieux dans un club de foot que seuls dans la rue ou abandonnés chez eux. Donc tout à fait, les clubs sportifs, les associations font beaucoup. Et puis le monde des adultes, parce que peut-être qu'un enfant peut ne pas oser parler à ses parents de quelque chose qu'il a fait, mais il peut aller voir un membre de la famille, un ami, tout ça, et donc après il peut aussi se confier, je pense notamment à du harcèlement où parfois on n'ose pas en parler à ses parents. Il peut aussi se confier à son meilleur ami qui après va en parler à ses parents et ça fait boule de neige et ça permet effectivement de porter à la connaissance. Il faut parler. Un enfant qui est victime, il faut oser parler. Il faut le dire, tout à fait, parce qu'un enfant n'a pas à être victime. Non. Tout à fait, un enfant n'a pas à être victime, mais la société étant ce qu'elle est. Et puis, si les parents sont au courant de quelque chose, bougez. N'attendez pas, mais bougez dans le respect de la loi. Donc, et très rapidement. On ne fait pas... Oui. Justice soi-même, pas du tout. Je ne trouve plus le nom. Il y a des services pour ça. Il y a les établissements, il y a le dépôt de plainte, il y a tout ce qu'il faut en France, qui est quand même un état de droit pour qu'on fasse tout dans les règles du droit. Eh bien, merci beaucoup Marie-Laure Martinez et Marion Célis, toutes deux avocates au barreau de Chambéry. Il est 14h04. On a dépassé un peu pour la voix du barreau. Je vous rappelle qu'à 16h30, c'est Sonia avec Grandiose. Voilà. Et elles sont toujours en train de brasser leurs feuilles, mais c'est incroyable. Marie-Laure, on va la mettre à l'amende. Alors je sais pas si c'est un délit ou une infraction. C'est certainement pas un crime en tout cas. Merci. Bon après-midi à toutes et à tous dans le Grand Bain de la vie locale. Merci. C'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac.